Imaginez un instant que vous êtes seul, complètement seul, debout au sommet d'une montagne par une nuit sans lune. Au-dessus de vous, le ciel s'étend comme un océan d'encre noire, parsemé de milliards de points lumineux. Chaque point est un soleil, certains bien plus grands et plus brillants que le nôtre, d'autres mourants, d'autres encore à peine nés. Vous levez les yeux et vous ressentez cette chose étrange, ce mélange de vertige et d'émerveillement, cette sensation que les anciens appelaient le sublime. Mais ce soir, nous allons ajouter quelque chose à cette sensation. Nous allons ajouter une question. Une question si simple qu'un enfant pourrait la poser, et pourtant si profonde qu'elle hante les plus grands esprits scientifiques depuis des décennies. Cette question est la suivante. Où sont-ils tous? Dans cet univers immense, ancien, rempli de milliards et de milliards d'étoiles, de planètes, de galaxies, pourquoi n'avons-nous jamais trouvé la moindre trace d'une autre civilisation intelligente? Pourquoi, lorsque nous pointons nos télescopes les plus puissants vers les étoiles, lorsque nous écoutons avec nos radiotélescopes les plus sensibles, n'entendons-nous rien? Absolument rien. Juste le silence. Un silence vaste, profond et, comme nous allons le découvrir ce soir, profondément terrifiant. Ce soir, nous allons entreprendre un voyage extraordinaire. Un voyage qui nous emmènera des profondeurs de notre petite planète bleue jusqu'aux confins les plus lointains de l'univers observable. Nous allons explorer les théories les plus fascinantes, les plus étranges et les plus effrayantes que la science a proposées pour expliquer ce silence cosmique. Nous allons rencontrer des physiciens brillants, des astronomes passionnés, des philosophes audacieux, et nous allons plonger dans des idées qui changeront à jamais la façon dont vous regardez le ciel nocturne. Alors installez-vous confortablement, laissez votre esprit s'ouvrir à l'immensité du cosmos et préparez-vous à un voyage que vous n'oublierez jamais. Car ce que nous allons découvrir ce soir n'est pas simplement une curiosité scientifique. C'est peut-être le mystère le plus important de toute l'histoire humaine. Commençons par quelques faits qui vont immédiatement vous donner une idée de l'ampleur du problème. Dans l'univers observable, il y a environ 2000 milliards de galaxies. 2000 milliards. Ce nombre est si grand qu'il dépasse complètement notre capacité d'imagination. Si vous comptiez une galaxie par seconde, il vous faudrait plus de 63 000 ans pour les compter toutes. Et chacune de ces galaxies contient en moyenne 100 milliards d'étoiles. Faites le calcul et vous obtenez un nombre d'étoiles dans l'univers observable qui dépasse le nombre de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Ce nombre est d'environ 7 trillions, soit un 7 suivi de 24 zéros. Et pourtant, malgré ce nombre vertigineux d'étoiles, malgré les milliards de planètes qui les orbitent, nous n'avons jamais détecté le moindre signal confirmé provenant d'une civilisation extraterrestre. Pas une seule fois. C'est comme si vous organisiez une fête et invitiez 2000 milliards de personnes et que personne, absolument personne, ne venait. Ne trouveriez-vous pas cela étrange? Voici un autre fait qui rend ce silence encore plus mystérieux. L'univers a 13 milliards 800 millions d'années. Notre Terre n'a que 4 milliards et demi d'années. Cela signifie que l'univers existait depuis plus de 9 milliards d'années, avant même que notre planète ne se forme. 9 milliards d'années. C'est un temps inimaginablement long. Des civilisations auraient pu naître, évoluer, construire des empires galactiques, et même s'éteindre bien avant que le premier microbe n'apparaisse sur Terre.
Si une civilisation avait eu ne serait-ce qu'1 million d'années d'avance technologique sur nous, ce qui est un clin d'œil à l'échelle cosmique, leur technologie serait si avancée qu'elle nous serait totalement incompréhensible. Pensez-y. Il y a 1 million d'années, nos ancêtres taillaient des pierres. Aujourd'hui, nous envoyons des robots sur Mars et communiquons instantanément d'un bout à l'autre de la planète. Imaginez maintenant 1 million d'années supplémentaires de progrès technologiques. Ces êtres seraient nés pour nous comme des dieux. Et pourtant, nous ne voyons aucune trace de leur existence. Et voici peut-être le fait le plus troublant de tous. Même avec notre technologie actuelle, même sans voyage plus rapide que la lumière, même avec des vaisseaux spatiaux qui ne voyagent qu'à une fraction de la vitesse de la lumière, une civilisation pourrait coloniser l'ensemble de la Voie lactée en seulement 1 à 10 millions d'années. Cela peut sembler beaucoup, mais rappelez-vous que notre galaxie a 13 milliards d'années. 1 à 10 millions d'années, c'est moins d'un dixième de 1% de l'âge de la galaxie. C'est comme si la galaxie était une journée de 24 heures et que la colonisation complète ne prenait que quelques secondes. Ce calcul est simple et robuste. Envoyez des vaisseaux vers les étoiles les plus proches, établissez des colonies. Ces colonies envoient à leur tour des vaisseaux vers d'autres étoiles, et ainsi de suite, de proche en proche, comme une vague qui se propage. Cela aurait pu se produire des milliers de fois dans l'histoire de notre galaxie. Et pourtant, nous sommes ici, seuls, sans aucune trace d'une telle colonisation. Le silence est assourdissant. En 1977, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le 15 août, à l'Observatoire radio de l'Université de l'État de l'Ohio, un radiotélescope appelé Big Ear a capté un signal étrange. L'astronome Jerry Ehman, en examinant les données imprimées, a été si surpris qu'il a entouré la séquence de caractères sur le papier et a écrit un seul mot dans la marge. Wow! Ce signal, désormais connu sous le nom de signal Wow, avait des caractéristiques remarquables. Il était à bande étroite, centré sur la fréquence de 1420 MHz, qui est la fréquence d'émission de l'hydrogène, l'élément le plus abondant dans l'univers. De nombreux scientifiques avaient théorisé que si une civilisation extraterrestre voulait envoyer un signal, elle choisirait cette fréquence magique que toute civilisation technologique devrait connaître. Le signal a duré exactement 72 secondes, ce qui correspondait exactement à la durée pendant laquelle le télescope pouvait observer un point fixe du ciel en raison de la rotation de la Terre. Il semblait provenir de la constellation du Sagittaire. Et puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il a disparu. Malgré des centaines de tentatives pour le retrouver, malgré des années d'observation du même point du ciel, le signal Wow ne s'est jamais répété. Jamais. À ce jour, il reste l'un des plus grands mystères de l'astronomie. Était-ce un signal extraterrestre? Un phénomène naturel inconnu? Un artefact instrumental? Nous ne le savons pas, mais cette unique et brève apparition suivie d'un silence absolu résume parfaitement le mystère qui nous occupe ce soir. Si vous êtes le genre de personne qui regarde le ciel nocturne et se demande ce qui s'y trouve, si ces questions éveillent votre curiosité et enflamment votre imagination, alors vous êtes exactement au bon endroit. Avant de plonger plus profondément dans ce mystère cosmique, prenez un moment pour vous installer confortablement, peut-être sous une couverture, peut-être avec les lumières tamisées. Ce voyage que nous entreprenons ensemble est long
est profond et il est fait pour être savouré lentement comme une méditation sous les étoiles. Et si vous appréciez ce type de contenu, si vous voulez que d'autres esprits curieux découvrent ces merveilles de l'univers, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez. Sommes-nous seuls dans l'univers? Oui ou non? Votre réponse m'intéresse profondément et elle m'intéressera encore plus à la fin de ce documentaire, quand vous aurez entendu toutes les preuves. Maintenant, poursuivons notre voyage. Pour vraiment comprendre le silence du cosmos, nous devons d'abord comprendre à quel point l'univers est vaste. Et quand je dis vaste, ce mot est terriblement inadéquat. L'échelle de l'univers est si grande qu'elle défie non seulement notre imagination, mais aussi notre langage. Commençons par quelque chose de familier, la Lune, notre fidèle compagne céleste qui illumine nos nuits depuis des milliards d'années. La Lune se trouve à environ 384 000 km de la Terre. La lumière, qui voyage à 300 000 km par seconde, met environ 1 seconde et 3 dixièmes pour faire le trajet. Une seconde lumière. C'est notre premier pas dans le cosmos. Maintenant, faisons un bond. Le Soleil, cette boule de feu nucléaire qui donne la vie à tout notre monde, se trouve à environ 150 millions de kilomètres. La lumière du Soleil met environ 8 minutes pour nous atteindre. Quand vous regardez le Soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes. Si le Soleil s'éteignait maintenant, nous ne le saurions pas pendant 8 longues minutes. 8 minutes lumière, c'est notre système solaire local. Mais sortons du système solaire. L'étoile la plus proche de nous, Proxima Centauri, se trouve à 4,24 années-lumière. Cela signifie que la lumière, la chose la plus rapide dans l'univers, met plus de 4 ans pour faire le trajet. Si nous envoyions un vaisseau spatial avec notre technologie actuelle, il faudrait environ 70 000 ans pour y arriver. 70 000 ans. L'écriture n'a été inventée qu'il y a environ 5 000 ans. L'ensemble de l'histoire humaine enregistrée n'est qu'une fraction du temps nécessaire pour atteindre l'étoile la plus proche. Et ce n'est que le tout début. Notre galaxie, la Voie lactée, mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre et contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Il faudrait 100 000 ans à la lumière pour traverser notre galaxie d'un bout à l'autre. Et notre galaxie n'est qu'une parmi des milliards. Le groupe local, l'amas de galaxies auquel nous appartenons, comprend plus de 50 galaxies, dont notre voisine géante, la galaxie d'Andromède, qui se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. La lumière que nous voyons d'Andromède a quitté cette galaxie il y a 2,5 millions d'années, bien avant que les premiers humains ne marchent sur Terre. Et nous ne faisons que commencer. Au-delà du groupe local, il y a le superamas de la Vierge, puis le superamas de l'Aniakea, notre adresse cosmique, qui mesure environ 500 millions d'années-lumière de diamètre et contient environ 100 000 galaxies. Et au-delà de l'Aniakea, il y a d'autres superamas, d'immenses filaments de galaxies séparés par des vides cosmiques, des régions d'espace presque totalement vides qui s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière. L'univers observable, la portion de l'univers dont la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang, mesure environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Et voici le point crucial. L'univers observable n'est probablement qu'une infime fraction de l'univers total.
il pourrait y avoir des régions de l'univers si éloignées que leur lumière ne nous atteindra jamais, même si nous attendions pour l'éternité, car l'expansion de l'univers les éloigne de nous plus vite que la lumière ne peut voyager. Nous sommes, en un sens, prisonniers de notre horizon cosmique, incapables de voir au-delà, ne sachant même pas à quel point le cosmos est réellement grand. C'est dans cette immensité presque inconcevable que nous posons notre question. Où sont-ils tous ? Face à cette immensité, la question de savoir si nous sommes seuls prend une dimension vertigineuse. En 1961, un astrophysicien nommé Frank Drake a proposé une équation qui tente de structurer cette question. L'équation de Drake, comme on l'appelle désormais, n'est pas vraiment une équation au sens mathématique traditionnel. C'est plutôt un cadre de réflexion, une façon d'organiser notre ignorance en facteurs distincts que nous pourrions un jour espérer mesurer. L'équation prend en compte le taux de formation des étoiles dans notre galaxie, la fraction de ces étoiles qui possèdent des planètes, la fraction de ces planètes qui pourraient soutenir la vie, la fraction où la vie apparaît effectivement, la fraction où cette vie évolue vers l'intelligence, la fraction où cette intelligence développe une technologie détectable et enfin la durée pendant laquelle ces civilisations émettent des signaux détectables. Le résultat est le nombre de civilisations communicantes dans notre galaxie à un moment donné. Ce qui est remarquable, c'est que nos connaissances sur les premiers termes de l'équation se sont considérablement améliorées depuis 1961. Nous savons maintenant, grâce aux missions Kepler et TESS, que la plupart des étoiles ont des planètes. Ce n'est pas une exception, c'est la règle. Nous savons qu'il y a des milliards de planètes rocheuses dans la zone habitable de leur étoile rien que dans notre galaxie. La zone habitable, c'est cette distance idéale où la température permet à l'eau liquide d'exister à la surface. L'eau est partout dans l'univers, sur les lunes de Jupiter et de Saturne, dans les nuages interstellaires, dans les comètes. Les briques fondamentales de la vie, les acides aminés, ont été trouvés dans des météorites, dans des nuages de gaz interstellaires, partout où nous regardons. La chimie de la vie n'est pas exotique. Elle est faite des éléments les plus courants dans l'univers. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote. Tout semble indiquer que la vie devrait être commune. Et pourtant, même avec des estimations très conservatrices pour les termes inconnus de l'équation de Drake, les résultats suggèrent qu'il devrait y avoir des milliers, voire des millions de civilisations dans notre seule galaxie. Le fait que nous n'en trouvions aucune est donc extraordinairement étrange. Laissez-moi vous emmener maintenant dans un lieu très précis, à un moment très précis de l'histoire. Nous sommes en 1950, au laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, États-Unis. C'est l'été et un groupe de physiciens exceptionnels déjeunent ensemble. Parmi eux se trouve Enrico Fermi, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, l'homme qui a construit le premier réacteur nucléaire au monde. Ce jour-là, la conversation du déjeuner dérive vers les ovnis, qui sont alors un sujet populaire dans les journaux. Quelqu'un mentionne une caricature du New Yorker montrant des extraterrestres qui volent les poubelles des New-Yorkais. Les physiciens rient et plaisantent. Puis, la conversation passe à autre chose. Mais soudain, au milieu d'un silence, Enrico Fermi pose une question qui va résonner dans l'histoire de la science. D'une voix forte et claire, il demande simplement « Mais où sont-ils tous ?» Ses collègues, Edward Teller, Herbert York et Emil Konopinski,
comprennent immédiatement la profondeur de la question. Elle n'a pas besoin d'explication. Fermi ne parle pas de petits hommes verts ou de soucoupes volantes. Il parle d'une contradiction logique fondamentale entre la forte probabilité que des civilisations extraterrestres existent et l'absence totale de preuves de leur existence. Cette question, posée si simplement autour d'une table de déjeuner, est devenue l'un des problèmes scientifiques les plus célèbres et les plus importants au monde. Le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi n'est pas simplement une question amusante à débattre lors d'un dîner entre amis. C'est une contradiction logique, profonde et rigoureuse qui a résisté à plus de 7 décennies d'efforts scientifiques. Voici pourquoi c'est un véritable paradoxe et pas simplement un mystère. Premièrement, la probabilité que des civilisations extraterrestres existent est très élevée d'après tout ce que nous savons de la physique, de la chimie et de la biologie. Deuxièmement, la colonisation interstellaire est théoriquement possible dans le cadre de la physique connue, même sans technologie exotique comme le voyage plus rapide que la lumière. Troisièmement, le temps disponible est immense, des milliards d'années, ce qui est largement suffisant pour que même une colonisation lente se propage à travers toute la galaxie. Et pourtant, quatrièmement, nous n'avons absolument aucune preuve de leur existence. Pas de signaux radio, pas de sondes, pas de mégastructures, pas de visiteurs. Ces 4 propositions ne peuvent pas être vraies simultanément. Au moins une doit être fausse. Mais laquelle? C'est là que le mystère devient profond, fascinant et, comme nous allons le voir, potentiellement terrifiant. Quand nous parlons de preuves, de quoi parlons-nous exactement? Quel type de signes avons-nous recherché? La réponse est presque tout ce que nous pouvions imaginer. Le programme SETI, pour Search for Extraterrestrial Intelligence, recherche des signaux radio artificiels depuis les années 1960. Le premier projet, appelé OSMA, a été dirigé par Frank Drake lui-même en 1960 lorsqu'il a pointé un radiotélescope de 26 mètres vers 2 étoiles proches, Tau Ceti et Epsilon Eridani, et a écouté pendant des centaines d'heures. Il n'a rien entendu. Depuis, la recherche s'est considérablement intensifiée. L'Institut SETI, fondé en 1984, se consacre à temps plein à cette quête. L'Allen Telescope Array, un réseau de 42 antennes en Californie, a été spécialement construit pour SETI. Et en 2015, le projet Breakthrough Listen, financé par le milliardaire russe Yuri Milner à hauteur de 100 millions de dollars, a lancé la recherche la plus exhaustive jamais entreprise, utilisant les radiotélescopes les plus puissants du monde pour sonder 1 million d'étoiles proches et les 100 galaxies les plus proches. Les résultats de toutes ces décennies de recherche sont simples et déconcertants. Le silence. Des milliers d'heures d'observation, des millions de fréquences analysées et pas un seul signal confirmé d'origine extraterrestre. Mais nous ne nous sommes pas limités aux signaux radio. Nous avons aussi cherché des signaux optiques, des impulsions laser qui pourraient être envoyées par des civilisations avancées. Nous avons cherché des mégastructures, des constructions artificielles si grandes qu'elles bloqueraient partiellement la lumière de leur étoile de manière détectable, comme les sphères de Dyson dont nous parlerons plus tard. Nous avons commencé à analyser les atmosphères des exoplanètes à la recherche de biosignatures, des gaz comme l'oxygène ou le méthane qui pourraient indiquer la présence de vie. Nous avons même cherché des artefacts physiques dans notre propre système solaire.
des sondes extraterrestres qui auraient pu être envoyées il y a des millions d'années. Et bien sûr, il y a la question des ovnis, ces observations de phénomènes aériens non identifiés que des millions de personnes rapportent depuis des décennies. La communauté scientifique reste largement sceptique quant à l'interprétation extraterrestre de ces phénomènes. Mais il est intéressant de noter que le gouvernement américain a récemment reconnu l'existence de phénomènes aériens non identifiés qui ne peuvent pas être facilement expliqués. Quoi qu'il en soit, aucune de ces recherches n'a produit de preuves concluantes de l'existence d'une intelligence extraterrestre. Le cosmos reste silencieux. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Ce silence n'est pas simplement l'absence d'une chose que nous recherchons. C'est une donnée en soi. C'est une observation scientifique profondément significative. Si le cosmos était peuplé de civilisations avancées, nous devrions pouvoir en voir les traces. Une civilisation de type 2 ou type 3 sur l'échelle de Kardashev, dont nous parlerons en détail plus tard, modifierait son environnement de manière si dramatique que cela serait visible à des millions ou des milliards d'années-lumière. Le fait que nous ne voyons rien de tel dans aucune des 2000 milliards de galaxies que nous observons est une contrainte extraordinairement puissante. Cela nous dit quelque chose de fondamental sur la nature de l'univers, sur la nature de la vie ou sur la nature des civilisations. Nous ne savons pas encore quoi exactement, mais le silence parle, d'une certaine manière, plus fort que n'importe quel signal. Nous arrivons maintenant au cœur de notre voyage. Les explications possibles du paradoxe de Fermi. Au fil des décennies, des dizaines de solutions ont été proposées, certaines rassurantes, d'autres terrifiantes, d'autres encore si étranges qu'elles semblent sortir d'un roman de science-fiction. Nous allons les explorer une par une, en commençant par la catégorie la plus simple et la plus directe. Peut-être que les extraterrestres n'existent tout simplement pas. L'hypothèse de la Terre rare, proposée par le géologue Peter Ward et l'astrophysicien Donald Brownlee dans leur livre publié en l'an 2000, suggère que les conditions nécessaires à l'émergence de la vie complexe et intelligente sont si extraordinairement spécifiques que la Terre pourrait être unique, ou du moins extrêmement rare, dans l'univers. À première vue, cette idée peut sembler arrogante ou anthropocentrique. Après tout, la Terre n'est qu'une petite planète rocheuse autour d'une étoile banale dans une galaxie ordinaire. Qu'est-ce qui la rendrait si spéciale ? Mais quand on examine les détails, la liste des facteurs qui ont rendu la vie complexe possible sur Terre est étonnamment longue et chaque facteur est d'une précision remarquable. Considérez d'abord notre position dans la galaxie. La Terre se trouve dans ce que les astronomes appellent la zone habitable galactique, ni trop près du centre de la galaxie, où le rayonnement intense des étoiles densément concentrées et la proximité du trou noir supermassif rendraient la vie impossible, ni trop loin, dans les régions périphériques où les éléments lourds nécessaires à la formation des planètes rocheuses sont trop rares. Nous sommes dans un anneau relativement étroit où les conditions sont propices. Ensuite, considérez notre étoile. Le Soleil est une étoile de type G, relativement stable, qui brûle régulièrement depuis 4 milliards et demi d'années et continuera à le faire pendant encore environ 5 milliards d'années. C'est important car la vie complexe a besoin de temps pour évoluer, et un Soleil instable ou à courte durée de vie ne laisserait pas assez de temps. Beaucoup d'étoiles dans la galaxie sont des naines rouges, qui sont certes
très longévives, mais qui ont tendance à produire des éruptions stellaires violentes qui pourraient stériliser les planètes proches. Puis il y a Jupiter, notre géant gazier, le gardien du système solaire. La masse gravitationnelle de Jupiter agit comme un bouclier cosmique, déviant une grande partie des comètes et astéroïdes qui autrement frapperaient la Terre. Sans Jupiter, le taux d'impact catastrophique sur Terre serait beaucoup plus élevé et la vie complexe aurait peut-être été anéantie avant d'avoir eu la chance de se développer. Pensez au météorite qui a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d'années. C'était un objet de 10 km de diamètre. Sans Jupiter, de tels impacts seraient beaucoup plus fréquents. Et puis, il y a notre Lune. Notre Lune est anormalement grande par rapport à la taille de la Terre. Elle stabilise l'inclinaison axiale de notre planète, ce qui maintient les saisons relativement modérées et le climat relativement stable sur de longues périodes. Sans la Lune, l'axe de la Terre oscillerait de manière chaotique, provoquant des fluctuations climatiques extrêmes qui rendraient la vie complexe très difficile. La Lune a probablement été créée par un impact géant entre la proto-Terre et un objet de la taille de Mars, un événement extrêmement improbable qui a eu des conséquences profondes pour l'habitabilité de notre planète. La tectonique des plaques est un autre facteur crucial. La Terre est la seule planète connue dans notre système solaire qui possède une tectonique des plaques actives. Ce processus géologique recycle le carbone entre l'atmosphère et l'intérieur de la Terre, régulant ainsi le climat sur des échelles de temps de millions d'années grâce au cycle carbone-silicate. Sans la tectonique des plaques, le dioxyde de carbone s'accumulerait dans l'atmosphère, provoquant un effet de serre incontrôlable comme sur Vénus, ou serait absorbé dans les roches, provoquant un refroidissement dramatique. La tectonique des plaques est comme un thermostat planétaire, et nous ne savons pas à quel point elle est commune sur les planètes rocheuses d'autres systèmes stellaires. Le champ magnétique de la Terre est encore un autre facteur. Généré par le mouvement du fer liquide dans le noyau terrestre, ce champ magnétique crée une magnétosphère qui protège notre atmosphère du vent solaire, un flux constant de particules chargées émises par le Soleil. Mars, qui a perdu son champ magnétique il y a environ 4 milliards d'années, a vu son atmosphère lentement arrachée par le vent solaire, la transformant en un monde froid et aride. Sans notre champ magnétique, la Terre aurait probablement subi le même sort. Et nous pourrions continuer. La présence d'eau liquide à la surface pendant des milliards d'années. La bonne quantité d'éléments radioactifs dans l'intérieur de la Terre, qui maintiennent le noyau fondu et la tectonique des plaques en activité. L'absence de compagnons stellaires binaires qui pourraient déstabiliser les orbites planétaires. La composition chimique précise de l'atmosphère terrestre primitive. Chacun de ces facteurs, pris isolément, n'est peut-être pas extrêmement rare. Mais quand on les combine tous, quand on exige que tous soient présents simultanément, la probabilité pourrait être extraordinairement faible. C'est comme gagner à la loterie. Chaque numéro individuel a une chance raisonnable d'être tiré, mais obtenir tous les bons numéros en même temps est astronomiquement improbable. L'hypothèse de la Terre rare ne dit pas que la vie microbienne simple est rare. Elle pourrait être relativement commune. Elle dit que la vie complexe, multicellulaire, intelligente, technologique est rare, car elle nécessite un alignement si précis de facteurs que cela pourrait ne s'être produit qu'une seule fois, ici, sur notre petite planète bleue. Bien sûr, il y a des contre-arguments importants à l'hypothèse de la Terre rare.
nous pourrions être victimes d'un biais d'observation. Nous n'avons qu'un seul exemple de planète abritant la vie, la Terre, et nous supposons naturellement que les conditions terrestres sont nécessaires à la vie. Mais la vie pourrait prendre des formes que nous ne pouvons pas imaginer, prospérant dans des conditions que nous considérons comme hostiles. Sur Terre, nous avons découvert des organismes appelés extrémophiles, qui vivent dans des conditions autrefois considérées comme impossibles pour la vie. Dans l'eau bouillante des sources hydrothermales, dans l'acide des lacs volcaniques, dans les glaces de l'Antarctique, dans l'obscurité totale des profondeurs océaniques et même dans les réacteurs nucléaires. La vie sur Terre a montré une capacité d'adaptation stupéfiante. Peut-être que la vie ailleurs a trouvé des voies que nous n'imaginons même pas. Peut-être que nous cherchons la mauvaise chose dans les mauvais endroits, de la mauvaise manière. Mais il y a une idée encore plus profonde et plus troublante que l'hypothèse de la Terre rare, une idée qui est peut-être la plus importante de toutes celles que nous explorerons ce soir. C'est la théorie du grand filtre. Proposée par l'économiste Robert Hanson en 1996, cette théorie est d'une élégance terrifiante. L'idée est la suivante. Entre la matière inerte et une civilisation capable de coloniser la galaxie, il y a un grand nombre d'étapes. La formation d'une étoile avec des planètes, l'apparition de la vie à partir de la matière non vivante, l'évolution vers des cellules complexes, l'apparition de la vie multicellulaire, l'évolution de l'intelligence, le développement de la technologie, la capacité de coloniser l'espace. Le grand filtre est l'idée que quelque part dans cette séquence, il y a une étape extraordinairement difficile, si difficile que presque personne ne la franchit. Un goulot d'étranglement cosmique, un mur invisible que les civilisations ne parviennent presque jamais à surmonter. La question cruciale est, où se trouve ce filtre ? Est-il derrière nous ou devant nous ? Si le grand filtre est derrière nous, cela signifie que nous avons déjà franchi l'étape la plus difficile. Cela signifie que l'une des étapes qui nous a menés de la matière inerte à la civilisation technologique était d'une improbabilité fantastique et que nous avons eu la chance inouïe de la franchir. Plusieurs candidats existent pour ce filtre passé. Le premier est l'abiogenèse elle-même, c'est-à-dire l'apparition de la vie à partir de la matière non vivante. Nous ne comprenons toujours pas comment cela s'est produit. Le fossé entre la chimie et la biologie est immense. En 1953, Stanley Miller et Harold Urey ont réalisé une expérience célèbre dans laquelle ils ont simulé les conditions de l'atmosphère terrestre primitive et ont produit des acides aminés, les briques fondamentales des protéines. Mais des acides aminés ne sont pas la vie. Le passage d'un mélange de molécules organiques à un système autoréplicatif avec un code génétique, un métabolisme, une membrane cellulaire, est un saut d'une complexité vertigineuse. Certains scientifiques estiment que la probabilité de l'abiogenèse pourrait être extraordinairement faible, peut-être un événement d'une probabilité de 10 puissance moins 40. Si c'est le cas, même avec des milliards de planètes habitables dans l'univers observable, la vie pourrait n'être apparue qu'une seule fois, sur Terre. Un autre candidat pour un filtre passé est le passage des cellules prokaryotes, simples, sans noyau, comme les bactéries, aux cellules eucaryotes, complexes, avec un noyau et des organelles. Sur Terre, ce passage a pris environ 2 milliards d'années. La vie prokaryote est apparue assez rapidement,
en quelques centaines de millions d'années après la formation de la Terre, mais il a fallu ensuite 2 milliards d'années supplémentaires pour que les premières cellules eucaryotes apparaissent. C'est presque la moitié de l'âge actuel de la Terre. Ce long délai suggère que ce passage est extrêmement difficile. L'hypothèse dominante est que les eucaryotes sont nés d'un événement d'endosymbiose lorsqu'une cellule prokaryote en a englobé une autre et que la cellule englobée est devenue la mitochondrie, la centrale énergétique de la cellule. Cet événement d'endosymbiose semble n'être survenu qu'une seule fois dans l'histoire de la vie sur Terre. Si c'est un événement extraordinairement improbable, cela expliquerait pourquoi l'univers pourrait être plein de bactéries, mais dépourvu de vie complexe. L'apparition de la vie multicellulaire est un autre candidat. Pendant des milliards d'années, la vie sur Terre était exclusivement unicellulaire. La multicellularité est apparue relativement tard dans l'histoire de la vie. L'évolution de l'intelligence est encore un autre candidat. Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant 165 millions d'années, bien plus longtemps que les mammifères, et ils n'ont jamais développé d'intelligence technologique. L'intelligence n'est pas la destination inévitable de l'évolution. L'évolution ne vise aucun objectif. Elle optimise simplement la survie et la reproduction dans un environnement donné. Les organismes les plus réussis sur Terre, en termes de biomasse totale et de nombre d'espèces, sont les bactéries et les insectes, pas les êtres intelligents. L'intelligence humaine pourrait être un accident évolutif bizarre, pas une inévitabilité. Mais voici ce qui est vraiment effrayant. Si le grand filtre n'est pas derrière nous, s'il est devant nous, alors cela signifie qu'il existe quelque chose, un événement, une catastrophe, un piège qui détruit systématiquement les civilisations technologiques avant qu'elles ne puissent coloniser l'espace. Cela signifie que notre avenir est probablement très court. Cela signifie que quelque chose attend chaque civilisation qui atteint notre niveau de développement et que cette chose est si efficace, si implacable, qu'elle explique le silence de tout un univers. Qu'est-ce que cela pourrait être? La guerre nucléaire? Le changement climatique incontrôlable? L'intelligence artificielle qui se retourne contre ses créateurs? Les armes biologiques? L'épuisement des ressources? L'effondrement social? Ou quelque chose que nous n'avons même pas encore imaginé? Quelle que soit la réponse, si le grand filtre est devant nous, c'est la pire nouvelle possible pour l'humanité. Et c'est ici que nous arrivons à l'une des idées les plus contre-intuitives et les plus fascinantes de toute cette discussion. Le philosophe Nick Bostrom a fait remarquer que trouver de la vie microbienne sur Mars serait en fait une terrible nouvelle. Oui, vous avez bien entendu. Trouver de la vie sur Mars, ce qui serait normalement considéré comme l'une des plus grandes découvertes de l'histoire, serait en fait profondément troublant dans le contexte du paradoxe de Fermi. Pourquoi? Parce que si la vie apparaît facilement, si elle est si courante qu'on la trouve même sur notre voisin planétaire, le plus proche, alors le grand filtre ne peut pas être l'abiogenèse. Il ne peut pas être dans les premières étapes de l'évolution de la vie. Cela signifie que le filtre doit être ailleurs, plus tard dans la séquence. Et plus le filtre se trouve tard dans la séquence, plus il est probable qu'il se trouve devant nous. Si Mars regorge de microbes, cela suggère que la vie est facile, que l'univers devrait être plein de vie et que la raison pour laquelle nous ne voyons aucune civilisation avancée est que quelque chose les détruit après qu'elles ont émergé.
plus la vie que nous trouverions sur Mars serait complexe, plus les nouvelles seraient mauvaises pour notre avenir. Inversement, si Mars est complètement stérile, si la vie n'est apparue que sur Terre, dans tout notre système solaire, c'est paradoxalement une bonne nouvelle. Cela suggère que l'abiogenèse est extraordinairement rare, que nous avons déjà franchi le grand filtre et que l'avenir est ouvert devant nous. Un Mars mort est une bonne nouvelle. Un Mars vivant est un signal d'alarme existentielle. Cette inversion fascinante de nos intuitions montre à quel point le paradoxe de Fermi transforme notre façon de penser à la recherche de la vie extraterrestre. Maintenant, plongeons dans une autre catégorie d'explications, peut-être la plus fascinante de toutes. Et si les extraterrestres existaient, mais que nous ne pouvions pas les voir, pour une raison ou une autre? Cette catégorie comprend certaines des idées les plus créatives, les plus provocatrices et les plus inquiétantes jamais proposées pour résoudre le paradoxe de Fermi. Commençons par l'hypothèse du zoo. L'hypothèse du zoo a été proposée par l'astronome John Ball en 1973 et elle est d'une élégance trompeuse. L'idée est que des civilisations avancées savent que nous existons, mais qu'elles évitent délibérément tout contact avec nous. Comme des observateurs discrets dans un zoo cosmique, elles nous regardent de loin, étudient notre développement, mais ne se révèlent pas. Pensez à la façon dont nous traitons les tribus non contactées sur Terre, ces quelques groupes humains qui n'ont jamais eu de contact avec la civilisation moderne. De nombreux pays ont des politiques strictes de non-contact avec ces tribus, reconnaissant que le contact pourrait détruire leur culture et leur mode de vie. Peut-être que des civilisations avancées appliquent une politique similaire à notre égard. Nous serions une espèce primitive et fragile dans une réserve naturelle cosmique, protégée de la connaissance de nos voisins galactiques pour notre propre bien. C'est l'équivalent cosmique de la première directive de Star Trek, le principe de non-interférence avec les civilisations moins avancées. Peut-être que c'est réel, peut-être que quelque part, un conseil galactique a décrété que la Terre ne doit pas être contactée avant que nous n'ayons atteint un certain niveau de maturité technologique ou sociale. L'hypothèse du zoo est séduisante, mais elle a un problème majeur. Elle nécessite un consensus universel. Pour que le zoo fonctionne, il faut que toutes les civilisations avancées, sans exception, respectent la quarantaine. Si même une seule civilisation ou un seul individu au sein d'une civilisation décide de briser le silence, tout le système s'effondre. Et dans un univers où il devrait y avoir des milliers ou des millions de civilisations, l'idée que toutes, sans exception, respecteraient cette règle semble statistiquement improbable. Un seul rebelle, un seul curieux, un seul contrevenant suffirait à révéler l'existence du zoo. C'est le problème du défecteur. Dans un jeu où tout le monde doit coopérer, il suffit d'un seul joueur non coopératif pour tout faire échouer. Cependant, on pourrait contre-argumenter que les civilisations les plus avancées auraient les moyens d'imposer la quarantaine, même aux récalcitrants. Si une seule civilisation était suffisamment avancée et suffisamment déterminée, elle pourrait empêcher tout contact, de la même manière qu'un gouvernement terrestre peut empêcher des citoyens individuels de contacter des tribus non contactées. Mais il existe une théorie beaucoup plus sombre, beaucoup plus troublante, qui pourrait expliquer le silence d'une manière qui glace le sang. C'est la théorie de la forêt sombre, popularisée par l'écrivain chinois de science-fiction
Liu Cixin dans sa trilogie des 3 corps. Cette théorie est si brillante et si terrifiante qu'elle a profondément influencé la façon dont de nombreux scientifiques et penseurs voient le paradoxe de Fermi. Elle repose sur 2 axiomes simples et 2 concepts clés. Les axiomes sont les suivants. Premièrement, la survie est le besoin fondamental de toute civilisation. Deuxièmement, les civilisations croissent et s'étendent continuellement, mais la matière dans l'univers est finie. Les 2 concepts clés sont la chaîne de suspicion et l'explosion technologique. La chaîne de suspicion fonctionne comme suit. Imaginez que vous découvrez l'existence d'une autre civilisation dans la galaxie. Vous ne savez rien d'elle. Vous ne savez pas si elle est pacifique ou hostile. Vous ne pouvez pas le savoir avec certitude, car vous ne pouvez pas lire dans les pensées de ses membres. Même si cette civilisation vous dit qu'elle est pacifique, vous ne pouvez pas le vérifier. Peut-être qu'elle est sincère, peut-être qu'elle ment pour gagner du temps, mais voici le point crucial. Même si elle est sincère maintenant, elle pourrait changer d'avis à l'avenir. Et même si elle ne change jamais d'avis, elle ne peut pas savoir si vous changerez d'avis. Et vous ne pouvez pas savoir si elle sait que vous ne changerez pas d'avis. Cette chaîne de suspicion est infinie et ne peut jamais être résolue, car la communication interstellaire est lente, les distances sont immenses, et il est impossible de vérifier les intentions d'un autre être à des années-lumière de distance. L'incertitude est totale et irréductible. L'explosion technologique complique encore les choses. Sur Terre, le développement technologique a été phénoménalement rapide à l'échelle cosmique. En quelques milliers d'années, nous sommes passés de l'agriculture à l'énergie nucléaire. En quelques centaines d'années, nous sommes passés du cheval au voyage spatial. À l'échelle cosmique, cela s'est produit en un instant. Cela signifie qu'une civilisation qui semble faible et inoffensive aujourd'hui pourrait devenir extrêmement puissante et potentiellement dangereuse dans un laps de temps cosmiquement insignifiant. Vous ne pouvez pas supposer qu'une civilisation moins avancée que vous restera toujours moins avancée. En quelques siècles ou millénaires, elle pourrait vous dépasser. Et à ce moment-là, si elle se révèle hostile, il sera trop tard. Quand vous combinez ces 2 concepts, la chaîne de suspicion et l'explosion technologique avec les 2 axiomes fondamentaux, la survie et l'expansion, vous arrivez à une conclusion logique terrifiante. La stratégie optimale pour toute civilisation est de détruire toute autre civilisation qu'elle détecte, avant que cette civilisation ne devienne une menace. Cela peut sembler monstrueux, mais d'un point de vue purement logique et stratégique, c'est la seule réponse rationnelle à une situation d'incertitude totale où les enjeux sont existentiels. Si vous ne détruisez pas l'autre civilisation, elle pourrait vous détruire un jour. Si vous attendez pour en savoir plus sur elle, elle pourrait devenir trop puissante pour être détruite. La seule option sûre est la destruction préemptive. Et si toutes les civilisations arrivent à cette même conclusion logique, alors l'univers est une forêt sombre dans laquelle chaque civilisation est un chasseur silencieux, se déplaçant avec précaution, essayant de ne pas être détecté, prêt à tirer sur tout ce qui fait du bruit. Les implications de cette théorie sont glaçantes. Si la forêt sombre est réelle, alors chaque civilisation qui a existé dans notre galaxie a choisi le silence comme stratégie de survie. Celles qui ont fait du bruit, celles qui ont émis des signaux radio, celles qui ont construit des mégastructures visibles, ont été détectées et éliminées. Le silence
que nous observons n'est pas l'absence de civilisation. C'est le son de civilisation qui se cache. Et nous, l'humanité, qu'avons-nous fait? Nous avons émis des signaux radio dans l'espace depuis les années 1930. Notre bulle de signaux radio s'étend maintenant sur environ 100 années-lumière. En 1974, nous avons intentionnellement envoyé un message puissant vers l'amas d'étoiles M13, le message d'Arecibo. Nous avons envoyé les sondes voyager avec des disques d'or contenant notre position dans la galaxie. Nous avons crié dans la forêt sombre. Et si Liu Cixin a raison, si la théorie de la forêt sombre reflète la réalité, nous venons peut-être de commettre l'erreur la plus fatale de l'histoire de notre espèce. Je veux que vous preniez un moment pour laisser cette idée s'installer. Imaginez que l'univers est effectivement une forêt sombre. Imaginez que chaque civilisation qui a jamais existé a appris cette leçon, par la logique ou par la douleur. Imaginez que quelque part dans la galaxie, un système de détection automatisé a capté nos signaux radio et analyse en ce moment même les informations qu'ils contiennent. Imaginez que quelque part, une décision est en train d'être prise. Bien sûr, cela pourrait ne pas être le cas. C'est une théorie, pas un fait établi. Mais c'est une théorie cohérente, logiquement rigoureuse et profondément perturbante. Et elle explique parfaitement le silence du cosmos. Mais il y a d'autres explications possibles, certaines encore plus étranges. Considérez l'hypothèse du planétarium, qui est liée à l'argument de la simulation proposé par le philosophe Nick Bostrom en 2003. L'argument est le suivant. Si une civilisation avancée a la capacité de créer des simulations informatiques suffisamment détaillées pour que les êtres simulés soient inconscients et croient vivre dans un univers réel, alors elle créerait probablement un grand nombre de ces simulations. Si de nombreuses civilisations à travers l'univers atteignent ce niveau technologique, le nombre d'êtres simulés dépasserait de très loin le nombre d'êtres réels. Par conséquent, d'un point de vue purement statistique, il est beaucoup plus probable que vous soyez un être simulé vivant dans une simulation qu'un être réel vivant dans l'univers de base. Si nous vivons effectivement dans une simulation, le paradoxe de Fermi s'explique facilement. L'univers que nous observons n'est pas le véritable univers, mais simplement l'environnement programmé de notre simulation. Il n'y a pas d'extraterrestres parce qu'ils n'ont pas été inclus dans le programme. Le silence cosmique n'est pas un mystère. C'est une fonctionnalité du logiciel, pas un bug. L'hypothèse de la simulation est philosophiquement fascinante, mais elle est aussi profondément frustrante car elle est fondamentalement non falsifiable. Si nous vivons dans une simulation suffisamment sophistiquée, il nous est par définition impossible de le prouver de l'intérieur, tout comme un personnage dans un jeu vidéo ne peut pas détecter le processeur qui exécute son monde. Certains physiciens ont proposé des tests possibles, comme chercher des artefacts computationnels dans la structure de la réalité, des sortes de glitches dans la matrice, mais ces propositions restent hautement spéculatives. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée soulève une question philosophique profonde. Si nous sommes dans une simulation, est-ce que cela a de l'importance? Votre douleur est-elle moins réelle si elle est simulée? Votre amour est-il moins authentique? Votre curiosité pour le cosmos est-elle moins valable? De nombreux philosophes diraient non. La réalité de notre expérience subjective n'est pas diminuée par la nature du substrat qui la génère. Que notre univers soit fait d'atomes ou de bits d'information, notre vécu est notre vécu. Mais cela ne rend pas moins vertigineuse l'idée
que le silence du cosmos pourrait être le silence d'une pièce vide dans un programme informatique. Il y a encore une autre hypothèse fascinante proposée par John Smart qui tourne la logique habituelle complètement sur sa tête. L'hypothèse de transcension suggère que les civilisations avancées ne s'étendent pas vers l'extérieur, dans l'espace. Au contraire, elles se contractent vers l'intérieur, dans des échelles de plus en plus petites et des niveaux de complexité de plus en plus élevés. Au lieu de coloniser la galaxie, elles miniaturisent leur technologie, optimisent leur utilisation de l'énergie et de l'information, et finissent par transcender dans des dimensions ou des échelles d'existence que nous ne pouvons ni percevoir ni comprendre. Pensez-y. La tendance dans notre propre technologie est la miniaturisation. Nos ordinateurs sont passés de pièces entières à des puces que vous pouvez tenir entre deux doigts. Extrapolez cette tendance sur des millions d'années. Les civilisations avancées pourraient vivre dans des mondes de la taille d'un atome, tirant leur énergie de sources que nous ne pouvons même pas concevoir. Les trous noirs, avec leur densité d'informations inimaginables, pourraient servir de substrat computationnel pour ces civilisations post-biologiques. Nous pourrions être entourés d'intelligences transcendées et ne jamais le savoir, de la même manière qu'une fourmi marchant sur un câble de fibre optique ne peut pas concevoir les milliards de conversations qui circulent à travers le câble sous ses pattes. Cette idée est belle dans sa façon d'inverser notre perspective. Nous cherchons les extraterrestres en regardant vers l'extérieur, vers les étoiles. Mais peut-être devrions-nous regarder vers l'intérieur, vers l'infiniment petit. Peut-être que le silence du cosmos n'est pas un signe d'absence, mais un signe que nous cherchons dans la mauvaise direction. Les civilisations les plus avancées de l'univers pourraient être tout autour de nous, imbriquées dans la structure même de la réalité, invisible et indétectable pour nos instruments primitifs. C'est une pensée à la fois humiliante et merveilleuse, mais considérons aussi un problème plus prosaïque, mais tout aussi important, le problème de la communication. Nous avons recherché principalement des signaux radio, parce que c'est la technologie que nous comprenons et que nous possédons. Mais peut-être que les signaux radio sont l'équivalent cosmique des signaux de fumée. Imaginez un peuple primitif qui ne connaît que les signaux de fumée et qui cherche à détecter d'autres civilisations en regardant si de la fumée s'élève à l'horizon. Pendant ce temps, des milliards de messages circulent autour d'eux sous forme d'ondes radio, de signaux Wi-Fi, de transmission par satellite, complètement invisibles et indétectables pour leur sens et leur technologie. Peut-être que nous sommes dans exactement la même situation. Les civilisations avancées communiquent peut-être par des moyens que nous ne pouvons pas encore concevoir. Communication par neutrinos, par ondes gravitationnelles, par intrication quantique ou par des phénomènes physiques que nous n'avons pas encore découverts. Leurs signaux pourraient passer à travers nous à chaque instant et nous serions totalement incapables de les détecter, tout comme un homme du Moyen-Âge serait incapable de détecter les ondes radio qui, si elles existaient alors, passeraient à travers son corps sans qu'il ne s'en aperçoive. Il y a aussi le biais anthropocentrique de notre recherche. Nous supposons que les extraterrestres pensent comme nous, communiquent comme nous, et veulent les mêmes choses que nous. Mais une intelligence véritablement extraterrestre pourrait être si radicalement différente de la nôtre que nous ne pourrions même pas la reconnaître comme intelligence. Nous cherchons des signaux organisés, structurés, porteurs d'informations, parce que c'est ainsi que nous communiquons.
mais une intelligence basée sur une chimie complètement différente, avec une perception du temps radicalement différente, avec des motivations et des buts que nous ne pouvons pas concevoir, pourrait communiquer d'une manière que nous interpréterions comme du bruit ou comme un phénomène naturel ou que nous ignorerions simplement parce que nous ne savons pas quoi chercher. C'est le problème fondamental de la recherche d'intelligence extraterrestre. Nous ne savons pas ce que nous cherchons, et nous ne pouvons le reconnaître que si cela ressemble à ce que nous connaissons déjà. Et puis, il y a le problème de la distance et du temps, le plus simple mais aussi l'un des plus puissants. L'univers est immense, mais il est aussi très vieux. Des civilisations ont pu exister il y a des millions ou des milliards d'années, briller brièvement dans le cosmos, puis s'éteindre bien avant que l'humanité n'apparaisse. Nous pourrions regarder au bon endroit, mais au mauvais moment. Même les signaux voyagent à la vitesse de la lumière. Et un signal émis de l'autre côté de la galaxie met 100 000 ans pour nous atteindre. Si une civilisation a émis des signaux il y a 100 000 ans et a cessé d'exister depuis, nous pourrions recevoir leurs signaux maintenant, longtemps après leur disparition. Ou, inversement, leurs signaux pourraient ne pas avoir eu le temps de nous atteindre. Deux civilisations pourraient exister simultanément aux extrémités opposées de la galaxie et ne jamais savoir l'une l'existence de l'autre, séparées par des distances si grandes que même la lumière ne peut les combler dans un laps de temps raisonnable. C'est comme deux bateaux qui se croisent dans la nuit sur un océan immense, chacun invisible pour l'autre, chacun croyant être seul sur les flots. Nous plongeons de plus en plus profondément dans ce mystère, et les théories deviennent de plus en plus étranges et fascinantes. Si vous êtes toujours avec moi, si ces questions éveillent votre curiosité et stimulent votre imagination, je suis ravi que vous soyez là. Ce type de réflexion, cette exploration des frontières de notre connaissance, c'est ce qui rend la science si extraordinaire. Nous sommes des êtres minuscules sur une petite planète, essayant de comprendre un univers vaste, au-delà de toute mesure, et le fait même que nous essayions est remarquable. Si vous appréciez ce voyage, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous pensez qu'il apprécierait aussi. Laissez un commentaire pour me dire quelle théorie vous trouvez la plus convaincante ou la plus terrifiante. Et maintenant, poursuivons notre exploration. Car nous n'avons pas encore abordé ce que nous avons réellement trouvé dans notre propre système solaire et ce que ces découvertes signifient pour la grande question. La recherche de la vie dans notre propre système solaire est l'un des domaines les plus passionnants de la science contemporaine et les résultats sont à la fois prometteurs et frustrants. Commençons par Mars, la planète qui a le plus alimenté notre imagination en matière de vie extraterrestre. Mars a toujours été le candidat numéro 1 pour abriter la vie dans notre système solaire, et pour de bonnes raisons. Il y a environ 3 à 4 milliards d'années, Mars était un monde très différent de celui que nous voyons aujourd'hui. Les données recueillies par nos rovers et nos orbiteurs montrent que Mars avait autrefois des rivières qui coulaient sur sa surface, des lacs qui remplissaient ses cratères, et peut-être même un vaste océan qui couvrait une grande partie de son hémisphère nord. Mars avait une atmosphère plus épaisse, un climat plus chaud et de l'eau liquide en abondance, tous les ingrédients considérés comme nécessaires à la vie telle que nous la connaissons. En 1976, les sondes Viking de la NASA se sont posées sur Mars et ont réalisé les premières expériences de détection de vie à la surface d'une autre planète. Les résultats ont été ambigus
et sont encore débattues aujourd'hui, un demi-siècle plus tard. L'une des expériences, l'expérience de relargage marqué, a produit des résultats qui, pris isolément, étaient compatibles avec la présence de micro-organismes. Mais les autres expériences n'ont pas détecté de molécules organiques dans le sol martien, ce qui semblait contredire l'interprétation biologique. La plupart des scientifiques ont conclu que les résultats pouvaient être expliqués par des réactions chimiques non biologiques, mais le débat n'a jamais été complètement clos. Le principal investigateur de l'expérience de relargage marqué, Gilbert Levin, a soutenu jusqu'à sa mort que ces expériences avaient détecté de la vie sur Mars. En 1996, une équipe de la NASA a annoncé qu'elle avait découvert des preuves possibles de vie microbienne fossile dans un météorite martien, ALH 84001, trouvé en Antarctique. Ce météorite avait été éjecté de Mars par un impact d'astéroïdes il y a des millions d'années et était tombé sur Terre il y a environ 13 000 ans. L'équipe a trouvé dans la roche des structures microscopiques ressemblant à des bactéries fossilisées, ainsi que des minéraux et des composés chimiques qui, sur Terre, sont généralement associés à l'activité biologique. L'annonce a fait sensation dans le monde entier. Le président Bill Clinton a même fait une déclaration depuis la Maison-Blanche. Mais les années qui ont suivi ont vu de nombreux scientifiques contester ces conclusions, montrant que chacune des preuves individuelles pouvait être expliquée par des processus non biologiques. La question reste ouverte, mais le consensus scientifique penche vers une explication non biologique. Plus récemment, les rovers Curiosity et Perseverance ont fait des découvertes fascinantes. Curiosity a détecté des molécules organiques complexes dans des roches sédimentaires martiennes, montrant que la chimie organique, sinon la vie, est présente sur Mars. Plus intriguant encore, Curiosity a détecté des fluctuations de méthane dans l'atmosphère martienne. Sur Terre, la majorité du méthane atmosphérique est produite par des organismes vivants. Si le méthane martien est d'origine biologique, cela signifierait que quelque chose de vivant existe encore aujourd'hui sous la surface de Mars. Cependant, le méthane peut aussi être produit par des processus géologiques, et nous ne savons pas encore quelle est la source du méthane martien. Le rover Perseverance, qui s'est posé dans le cratère Jezero en février 2021, est en train de collecter des échantillons de roches qui seront un jour ramenés sur Terre pour une analyse détaillée. Si ces échantillons contiennent des traces de vie passée, ce sera la découverte la plus importante de l'histoire de la science. Mais même si Mars est stérile, les autres mondes de notre système solaire offrent des perspectives tout aussi fascinantes. Europe, la lune glacée de Jupiter, est peut-être le monde le plus prometteur de notre système solaire pour la recherche de la vie. Sous sa surface gelée, Europe abrite un océan global d'eau liquide, maintenu liquide par la chaleur de marée générée par l'immense gravité de Jupiter. Cet océan contient probablement plus d'eau que tous les océans de la Terre combinés, et il pourrait avoir des évents hydrothermaux sur son plancher océanique, semblables à ceux qui, sur Terre, soutiennent des écosystèmes entiers dans l'obscurité totale des profondeurs abyssales. Sur Terre, les évents hydrothermaux sont des oasis de vie alimentés non pas par la lumière du soleil, mais par l'énergie chimique de la Terre elle-même. Des bactéries, des vers tubicoles, des crevettes et des crabes prospèrent autour de ces évents, formant des écosystèmes complets qui ne dépendent pas du soleil.
Si de tels évents existent sur Europe, et les données suggèrent que c'est probable, les conditions pour la vie seraient réunies. La mission Europa Clipper est en route pour étudier cette lune de plus près, et ses découvertes pourraient révolutionner notre compréhension de la vie dans l'univers. Encelade, la petite lune de Saturne, est un autre candidat extraordinaire. En 2005, la sonde Cassini a fait une découverte stupéfiante, de gigantesques panaches de vapeur d'eau et de glace s'échappant du pôle sud d'Encelade, projetés dans l'espace par des fissures dans la croûte glacée. L'analyse de ces panaches a révélé qu'ils contenaient non seulement de l'eau, mais aussi des molécules organiques complexes, de l'hydrogène moléculaire et des nanoparticules de silice. La présence d'hydrogène moléculaire est particulièrement significative car, sur Terre, il est produit par l'interaction entre l'eau chaude et la roche, un processus qui fournit de l'énergie chimique aux micro-organismes dans les évents hydrothermaux. La présence de silice indique des températures élevées au fond de l'océan d'Encelade, confirmant l'existence d'une activité hydrothermale. En résumé, Encelade possède tous les ingrédients connus pour la vie, de l'eau liquide, de la chimie organique, une source d'énergie et les bonnes conditions chimiques. Si la vie existe quelque part ailleurs dans notre système solaire, Encelade est un candidat de premier plan. Titan, la plus grande lune de Saturne, offre une perspective complètement différente. Titan possède une atmosphère épaisse, plus dense que celle de la Terre, composée principalement d'azote avec des nuages de méthane. Sa surface présente des lacs et des rivières, non pas d'eau, mais de méthane et d'éthane liquide. C'est le seul autre monde dans notre système solaire, à part la Terre, qui possède des liquides stables à sa surface. La question fascinante est: la vie pourrait-elle utiliser le méthane comme solvant au lieu de l'eau? Si oui, Titan pourrait abriter une forme de vie exotique basée sur une chimie radicalement différente de la nôtre. La mission Dragonfly de la NASA enverra un drone voler dans l'atmosphère de Titan pour explorer cette possibilité. C'est une mission d'une audace extraordinaire, un véhicule volant sur un autre monde, survolant des lacs de méthane sous un ciel orange, cherchant des indices de vie sur une lune si étrange qu'elle semble sortir d'un roman de science-fiction. Et puis, il y a Vénus, notre jumelle infernale. Vénus est souvent négligée dans la recherche de la vie en raison de ses conditions de surface apocalyptiques, une température de plus de 460 degrés Celsius, une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre et des pluies d'acide sulfurique. Mais en 2020, une équipe de scientifiques a annoncé la détection de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur Terre, la phosphine est associée à des processus biologiques anaérobies et aucun processus géologique ou photochimique connu ne peut expliquer sa présence dans les nuages de Vénus. Cette annonce a provoqué un vif débat dans la communauté scientifique et les résultats restent controversés. Mais elle a remis Vénus sur la carte de la recherche de la vie. Les nuages de Vénus, à une altitude d'environ 50 km, ont une température et une pression compatibles avec la vie microbienne. Si des micro-organismes flottent dans les nuages de Vénus, survivant dans les gouttelettes d'acide sulfurique et utilisant les rayons du soleil comme source d'énergie, ce serait une découverte révolutionnaire. Vénus nous rappelle aussi un avertissement important. Elle était autrefois un monde tempéré, peut-être même habitable, avec de l'eau liquide à sa surface. Mais un effet de serre incontrôlable a transformé Vénus en l'enfer qu'elle est aujourd'hui.
C'est un rappel sobre de ce qui peut arriver à une planète quand son climat s'emballe. Au-delà de notre système solaire, la révolution des exoplanètes a transformé notre compréhension de la place de la Terre dans l'univers. Avant le lancement du télescope spatial Kepler en 2009, nous ne connaissions que quelques centaines d'exoplanètes, la plupart étant des géantes gazeuses en orbite très proche de leur étoile. Kepler a tout changé. En observant la même région du ciel pendant des années, mesurant la lumière de plus de 150 000 étoiles, Kepler a détecté les minuscules diminutions de luminosité causées par des planètes passant devant leur étoile. Les résultats ont été stupéfiants. Kepler a découvert plus de 2600 exoplanètes confirmées et a révélé que les planètes sont incroyablement communes. La plupart des étoiles ont des planètes. Beaucoup ont des planètes rocheuses. Et un nombre significatif ont des planètes rocheuses dans la zone habitable de leur étoile. Le satellite TESS, qui a succédé à Kepler, continue cette moisson de découvertes, se concentrant sur les étoiles les plus proches et les plus brillantes, celles qui seront les plus faciles à étudier en détail avec la prochaine génération de télescopes. Et les découvertes individuelles sont remarquables. Le système TRAPPIST-1, situé à seulement 40 années-lumière de la Terre, contient 7 planètes de la taille de la Terre, dont 3 se trouvent dans la zone habitable. 7 mondes rocheux autour d'une seule étoile, et 3 d'entre eux pourraient avoir de l'eau liquide à leur surface. Proxima Centauri b est une planète potentiellement habitable en orbite autour de l'étoile la plus proche de nous. Elle pourrait avoir de l'eau liquide à sa surface, mais sa proximité avec sa naine rouge d'étoiles hautes signifie qu'elle est probablement verrouillée par les marées, montrant toujours la même face à son étoile et exposée à des éruptions stellaires intenses qui pourraient avoir érodé son atmosphère. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, a ouvert une nouvelle ère dans l'étude des exoplanètes. Pour la première fois, nous avons un instrument capable d'analyser en détail les atmosphères de planètes rocheuses autour d'autres étoiles. En observant la lumière d'une étoile qui passe à travers l'atmosphère d'une planète en transit, le JWST peut identifier les gaz présents dans cette atmosphère grâce à leur signature spectrale. Le JWST recherche ce que nous appelons des biosignatures, des combinaisons de gaz qui, sur Terre, ne pourraient exister que grâce à la vie. Par exemple, la présence simultanée d'oxygène et de méthane dans une atmosphère est difficile à expliquer sans biologie, car ces deux gaz réagissent chimiquement l'un avec l'autre et ne devraient même pas coexister à l'état d'équilibre sans une source constante qui les renouvelle. Et sur Terre, cette source est la vie. Si le JWST détecte une telle signature dans l'atmosphère d'une exoplanète, ce serait un indice extraordinairement puissant que la vie existe sur ce monde. Les premières observations atmosphériques d'exoplanètes par le JWST ont déjà commencé, et les résultats sont prometteurs mais non concluants. Des molécules comme le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau ont été détectées, mais pas encore les biosignatures définitives que nous espérons. Cependant, nous n'en sommes qu'au début, et les années à venir verront une amélioration considérable de nos capacités d'observation. Ce qui est frappant dans tout cela, c'est à quel point les briques fondamentales de la vie sont répandues dans l'univers. Les acides aminés, ces molécules essentielles qui composent les protéines, ont été trouvés dans des météorites comme le météorite de Murchison, tombé en Australie en 1969. Plus de 80 acides aminés différents ont été identifiés dans ce seul météorite,
dont certains sont utilisés par la vie terrestre et d'autres non. Et des molécules organiques complexes ont été détectées dans des nuages moléculaires interstellaires, ces vastes nurseries stellaires où naissent les étoiles et les planètes. L'éthanol, le sucre, les acides aminés et même des précurseurs de l'ARN ont été trouvés flottant dans l'espace. L'eau, le solvant de la vie, est l'une des molécules les plus abondantes dans l'univers. Les éléments chimiques qui composent la vie, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre, sont parmi les éléments les plus courants dans le cosmos. La chimie de la vie n'est pas exotique. Elle est cosmiquement banale. Les ingrédients sont partout. L'hypothèse de la panspermie va encore plus loin en suggérant que la vie elle-même pourrait se propager d'un monde à l'autre via des météorites. Quand un astéroïde frappe une planète avec suffisamment de force, il peut éjecter des roches dans l'espace et certaines de ces roches pourraient contenir des micro-organismes. Si ces micro-organismes sont suffisamment résistants pour survivre au voyage interplanétaire, ils pourraient ensemencer d'autres mondes. Nous savons que certains organismes terrestres, comme les tardigrades, peuvent survivre à des conditions extrêmes, y compris le vide de l'espace, des températures proches du zéro absolu et des niveaux de radiation létaux pour la plupart des formes de vie. La panspermie ne résout pas le mystère de l'origine de la vie, elle ne fait que le déplacer, mais elle suggère que la vie pourrait se propager plus facilement que nous ne le pensions entre les mondes d'un même système stellaire, voire entre les systèmes stellaires eux-mêmes. Et en parlant de tardigrades, ces minuscules créatures microscopiques qui ressemblent à de petits ours à 8 pattes, elles méritent qu'on s'y attarde un instant, car elles illustrent de manière spectaculaire la résilience de la vie. Les tardigrades peuvent survivre à des températures allant de moins 272 degrés Celsius, juste au-dessus du zéro absolu, à 150 degrés Celsius. Ils peuvent survivre à une pression 6000 fois supérieure à la pression atmosphérique terrestre. Ils peuvent survivre au vide de l'espace. Ils peuvent survivre à des niveaux de radiation des centaines de fois supérieurs à la dose létale pour un humain. Ils peuvent survivre à la dessiccation pendant des décennies, entrant dans un état de cryptobiose où leur métabolisme tombe pratiquement à zéro, puis revenir à la vie quand les conditions redeviennent favorables. Ces petites créatures ont prouvé que la vie est d'une résistance stupéfiante, capable de survivre dans des conditions que nous aurions autrefois considérées comme absolument impossibles. Et si la vie est aussi robuste sur d'autres mondes, alors l'univers devrait en regorger, ce qui rend le silence encore plus mystérieux. Mais les tardigrades ne sont que la partie émergée de l'iceberg des extrémophiles terrestres. Les thermophiles vivent dans des sources chaudes, à des températures proches de l'ébullition. Les psychrophiles prospèrent dans les glaces de l'Antarctique et de l'Arctique. Les acidophiles vivent dans des environnements d'une acidité comparable à celle de l'acide de batterie. Les alcaliphiles vivent dans des lacs de soude naturelle extrêmement basiques. Les halophiles vivent dans des concentrations de sel qui tueraient presque toute autre forme de vie. Les barophiles vivent sous des pressions écrasantes dans les fosses les plus profondes des océans. Deinococcus radiodurans, parfois surnommé Conan la bactérie, peut survivre à des doses de radiation des milliers de fois supérieures à ce qui est létal pour un humain.
Des micro-organismes ont été trouvés vivant dans les mines d'or les plus profondes d'Afrique du Sud, à des kilomètres sous la surface, se nourrissant de l'énergie chimique des roches, complètement isolés du soleil et de la surface depuis des millions d'années. La vie telle que nous la connaissons sur Terre s'est adaptée à pratiquement toutes les niches environnementales imaginables. Elle est d'une ténacité, d'une créativité, d'une persévérance extraordinaire. Et pourtant, malgré tout cela, le cosmos reste silencieux. Nous avons maintenant une image plus complète du paradoxe. D'un côté, tout ce que nous savons de la physique, de la chimie, de la biologie et de l'astronomie suggère que la vie devrait être commune dans l'univers. Les briques fondamentales sont partout. Les environnements potentiellement habitables sont innombrables. La vie sur Terre est d'une résilience extraordinaire et apparaît dans les conditions les plus extrêmes. De l'autre côté, le silence est total. Aucun signal, aucune visite, aucune trace, rien. C'est cette tension entre la promesse et le silence qui fait du paradoxe de Fermi l'un des problèmes les plus profonds et les plus fascinants de la science moderne. Tournons-nous maintenant vers les civilisations technologiques et leur destin, car c'est ici que le paradoxe de Fermi devient le plus personnel pour nous, les humains. En 1964, l'astrophysicien soviétique Nikolai Kardashev a proposé une échelle de classification des civilisations basées sur leur consommation d'énergie. Cette échelle, connue sous le nom d'échelle de Kardashev, est devenue un cadre standard pour réfléchir aux civilisations extraterrestres et à leur développement technologique. L'échelle comprend 3 types principaux. Une civilisation de type 1 maîtrise toute l'énergie disponible sur sa planète d'origine, soit environ 10 puissance 16 watts. L'humanité n'est pas encore une civilisation de type 1. Nous sommes environ à 0,73 sur l'échelle, utilisant une fraction significative, mais pas totale de l'énergie disponible sur Terre. Nous pourrions atteindre le type 1 dans 1 à 200 ans si notre développement technologique se poursuit. Une civilisation de type 2 maîtrise toute l'énergie de son étoile, soit environ 10 puissance 26 watts. C'est un saut monumental. Pour capturer toute l'énergie d'une étoile, une civilisation pourrait construire une sphère de Dyson, ou plus précisément, un essaim de Dyson, un nombre colossal de collecteurs solaires en orbite autour de l'étoile, capturant la quasi-totalité de sa lumière. Ce concept a été proposé par le physicien Freeman Dyson en 1960 en s'inspirant d'un roman de science-fiction d'Olaf Stapledon. Une sphère de Dyson ne serait pas invisible. Elle émettrait un excès de rayonnement infrarouge car l'énergie absorbée devrait être dissipée sous forme de chaleur. Des astronomes ont effectivement cherché des signatures de sphères de Dyson en analysant les données de télescopes infrarouges. Ils ont examiné des millions d'étoiles et n'ont trouvé aucun candidat convaincant. L'étoile de Tabby, officiellement KIC 8462852, a fait les gros titres en 2015 et 2016 lorsque des observations ont montré des baisses de luminosité irrégulières et inexpliquées. Certains ont spéculé qu'il pourrait s'agir d'une mégastructure extraterrestre en construction autour de l'étoile. Cependant, des études ultérieures ont montré que le comportement de la luminosité était plus cohérent avec de la poussière circumstellaire qu'avec une structure artificielle. L'hypothèse extraterrestre est considérée comme très improbable par la plupart des astronomes, mais l'étoile de Tabby reste un objet fascinant qui nous rappelle que l'univers recèle encore des surprises.
Une civilisation de type 3 maîtrise toute l'énergie de sa galaxie, soit environ 10 puissance 36 watts. C'est un niveau de puissance presque incompréhensible. Une telle civilisation aurait colonisé des milliards de systèmes stellaires, construit des millions de sphères de Dyson et pourrait manipuler la structure même de la galaxie. Elle serait facilement visible à travers l'univers observable. Le fait que nous ne voyions aucune civilisation de type 3 dans aucune des 2000 milliards de galaxies que nous observons est peut-être la version la plus puissante du paradoxe de Fermi. Si de telles civilisations étaient possibles, et si l'univers a 13 milliards 800 millions d'années, certaines d'entre elles devraient avoir eu le temps de se développer. Leur absence est un indice important, suggérant soit que les civilisations de type 3 sont impossibles, soit que toutes les civilisations sont détruites avant de l'atteindre, soit que nos théories sur l'expansion des civilisations sont fondamentalement erronées. Des extensions de l'échelle de Kardashev ont été proposées. Un type 4 maîtriserait l'énergie d'un superamas de galaxies. Un type 5 maîtriserait l'énergie de l'univers observable tout entier. Un type 6, purement spéculatif, maîtriserait l'énergie du multivers. Ces catégories sont fascinantes à imaginer, mais relèvent davantage de la spéculation philosophique que de la science. Ce qui est scientifiquement pertinent, c'est que même les niveaux les plus modestes de l'échelle de Kardashev devraient produire des signatures détectables, et nous n'en détectons aucune. Cela nous amène à la possibilité la plus sombre, l'autodestruction. Peut-être que la raison pour laquelle nous ne voyons aucune civilisation avancée est que toutes les civilisations finissent par se détruire. C'est l'hypothèse du grand filtre placé devant nous, et elle est terrifiante parce qu'elle est plausible. Regardez l'histoire de l'humanité. En moins d'un siècle, depuis le développement de l'arme nucléaire, nous avons failli nous anéantir à plusieurs reprises. La crise des missiles de Cuba en 1962 a été le moment où le monde est passé le plus près de l'Armageddon nucléaire. Pendant 13 jours, les États-Unis et l'Union soviétique se sont affrontés à propos de missiles nucléaires soviétiques déployés à Cuba, et le monde a littéralement été à quelques heures d'une guerre nucléaire totale qui aurait pu tuer des centaines de millions de personnes et plonger le reste de la civilisation dans un hiver nucléaire. Mais il y a des incidents moins connus qui sont encore plus terrifiants par leur caractère aléatoire. Le 26 septembre 1983, le lieutenant-colonel Stanislav Petrov de l'armée soviétique était de service au centre de commandement d'alerte précoce lorsque les systèmes de détection ont signalé le lancement de 5 missiles balistiques intercontinentaux américains vers l'Union soviétique. Le protocole exigeait qu'il rapporte immédiatement l'attaque à ses supérieurs, ce qui aurait très probablement déclenché une riposte nucléaire soviétique massive. Mais Petrov a eu un doute. Quelque chose ne collait pas. Pourquoi seulement 5 missiles? Une véritable première frappe américaine impliquerait des centaines de missiles. Agissant contre le protocole, Petrov a signalé un dysfonctionnement du système. Il avait raison. L'alerte était un faux positif causé par une conjonction inhabituelle de lumière solaire, réfléchie par des nuages à haute altitude. Un seul homme, faisant confiance à son intuition plutôt qu'à ses instruments, a empêché ce qui aurait pu être la fin de la civilisation humaine. La survie de l'humanité ce jour-là a tenu à la décision d'un seul individu. C'est effroyablement fragile. L'exercice
Abel Archer 83, en novembre 1983, à peine 2 mois après l'incident Petrov, a été un autre moment où le monde a frôlé la catastrophe. L'OTAN a mené un exercice militaire simulant une escalade vers une guerre nucléaire. Et les Soviétiques, déjà en état de paranoïa élevé après la destruction d'un avion de ligne coréen par l'armée soviétique plus tôt cette année-là, ont brièvement cru que l'exercice était une couverture pour une véritable première frappe. Des bombardiers nucléaires soviétiques ont été mis en état d'alerte. La situation s'est finalement désamorcée, mais elle a révélé à quel point les systèmes de dissuasion nucléaire sont fragiles et susceptibles de malentendus fatals. Ces incidents ne sont pas de la science-fiction. Ils se sont réellement produits et ils illustrent une vérité terrifiante. Des civilisations technologiques capables de développer des armes nucléaires pourraient être intrinsèquement instables, trop puissantes pour leur propre sagesse, construisant les instruments de leur destruction avant d'avoir acquis la maturité nécessaire pour les gérer de manière responsable. Mais les armes nucléaires ne sont pas la seule menace. Le changement climatique représente peut-être un danger encore plus insidieux, car il est graduel et facile à ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Toute civilisation technologique a besoin d'énergie et sur la plupart des planètes, les sources d'énergie les plus facilement accessibles sont les combustibles fossiles. Si le développement technologique nécessite une phase d'industrialisation basée sur les combustibles fossiles, alors le changement climatique pourrait être un problème universel pour les civilisations émergentes. Et si elles n'arrivent pas à y faire face, si elles ne parviennent pas à effectuer la transition vers des sources d'énergie propres à temps, elles pourraient provoquer un emballement climatique qui détruirait les systèmes écologiques dont elles dépendent. Vénus nous montre le résultat final d'un effet de serre incontrôlable, un monde autrefois potentiellement habitable, transformé en enfer. L'intelligence artificielle représente une autre menace potentielle, une menace que l'humanité commence à peine à appréhender. Si nous créons un jour une intelligence artificielle générale, une IA qui égale ou dépasse l'intelligence humaine dans tous les domaines, les conséquences pourraient être extraordinaires, dans le bon comme dans le mauvais sens. Une IA super intelligente pourrait résoudre nos plus grands problèmes, le changement climatique, les maladies, la pauvreté, la mortalité. Mais elle pourrait aussi, si elle n'est pas correctement alignée avec les valeurs humaines, poursuivre des objectifs incompatibles avec notre survie. Le problème de l'alignement de l'IA, c'est-à-dire le problème de s'assurer qu'une IA super intelligente agit conformément aux intentions humaines, est l'un des problèmes les plus difficiles et les plus importants auxquels la science et la philosophie sont confrontés aujourd'hui. Si ce problème se pose à toutes les civilisations technologiques et s'il n'a pas de solution fiable, alors l'IA pourrait être le grand filtre, la barrière que personne ne franchit. Les armes biologiques, les pandémies artificielles, l'épuisement des ressources, l'effondrement social, la montée des inégalités conduisant à l'instabilité, la combinaison de tous ces risques, voilà le paysage de menaces existentielles auxquelles une civilisation technologique fait face. Et peut-être que le grand filtre n'est pas un événement unique et dramatique, comme une guerre nucléaire, mais une mort lente par 1000 blessures, une érosion graduelle des systèmes qui soutiennent la civilisation, si lente que personne ne s'en rend compte avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être que chaque civilisation qui atteint notre niveau de développement est confrontée au même bouquet de problèmes,
et que la plupart, sinon toutes, succombent. Le silence du cosmos serait alors le silence de milliards de civilisations qui se sont éteintes, chacune croyant être l'exception, chacune persuadée qu'elle réussirait là où les autres avaient échoué. C'est une pensée sombre, mais elle a le mérite de prendre au sérieux l'absence de toute trace de civilisation avancée dans un univers si vaste et si ancien. La question de la durée de vie des civilisations est cruciale dans cette discussion. La civilisation humaine, au sens large, a environ 10 000 ans depuis l'invention de l'agriculture. La civilisation technologique capable de modifier son environnement à grande échelle a environ 200 ans depuis la révolution industrielle. La civilisation détectable par radio a environ 100 ans. En termes cosmiques, c'est absolument rien. Si la durée moyenne d'une civilisation technologique est de, disons, 10 000 ans, ce qui est optimiste au vu de nos tendances autodestructrices, alors, sur une échelle de temps galactique de 13 milliards d'années, les civilisations sont comme des lucioles dans la nuit cosmique, de brefs éclairs de lumière qui apparaissent et disparaissent presque instantanément. 2 lucioles ont très peu de chances de briller en même temps et d'être assez proches pour se voir. C'est le problème de la synchronicité temporelle et il est d'une importance capitale. Même si des millions de civilisations ont existé dans l'histoire de notre galaxie, si chacune n'a duré que quelques millénaires, la probabilité que 2 d'entre elles coexistent à un moment donné et soient assez proches pour communiquer est extrêmement faible. Mais il y a un contre-argument puissant à cette ligne de raisonnement. Il ne faut qu'une seule civilisation expansionniste pour remplir la galaxie, même si 99,99% de toutes les civilisations s'autodétruisent. Il suffit d'une seule qui survive et décide de s'étendre pour que la galaxie soit colonisée en quelques millions d'années. Le problème du grand filtre doit être absolu, pas partiel. Il doit filtrer 100% des civilisations, pas 99%. Car même 1% de survivants sur un nombre potentiellement immense de civilisations devrait avoir produit des résultats visibles. C'est ce qui rend le paradoxe si résistant aux solutions simples. Vous ne pouvez pas le résoudre en invoquant des facteurs qui réduisent simplement le nombre de civilisations. Vous devez expliquer pourquoi il n'y en a absolument aucune trace, pas une seule, dans un univers aussi vaste. Nous entrons maintenant dans la partie la plus sombre et la plus terrifiante de notre voyage, la partie où nous explorons les possibilités qui gardent éveillés les scientifiques et les philosophes la nuit. Ce sont les idées les plus inquiétantes, les plus sinistres, les plus vertigineuses, proposées pour expliquer le silence du cosmos. Préparez-vous, car ce qui suit n'est pas pour les âmes sensibles. Commençons par les sondes Berserker. C'est un concept qui a été exploré dans la science-fiction par Fred Saberhagen dans les années 1960, mais que des physiciens prennent tout à fait au sérieux en tant que possibilité théorique. L'idée est la suivante. Une civilisation, à un moment de son histoire, construit des sondes autoréplicatives et les programme pour une mission spécifique: détecter les civilisations émergentes et les détruire. Puis, cette civilisation lance les sondes dans l'espace et, peut-être, s'éteint elle-même. Mais les sondes continuent. Elles se répliquent en utilisant les ressources des systèmes stellaires qu'elles visitent. Elles se propagent à travers la galaxie et elles accomplissent leur mission avec une efficacité mécanique
implacable pendant des millions ou des milliards d'années. Les sondes Berserker sont comme des mines flottant dans l'océan cosmique. Elles n'ont pas de conscience, pas de malice, pas de compassion. Elles sont simplement des machines exécutant un programme: détecter, détruire, répliquer, continuer. Imaginez que de telles sondes existent dans notre galaxie. Elles seraient invisibles, silencieuses, attendant patiemment. Chaque fois qu'une civilisation émerge et commence à émettre des signaux radio, les sondes le détectent. Elles se mettent en mouvement, se dirigeant vers la source du signal. Et quand elles arrivent, c'est la fin. Cela expliquerait parfaitement le silence. Toutes les civilisations qui ont fait du bruit ont été éliminées. Les survivants sont ceux qui ont compris, peut-être par une observation prudente, que le silence est la seule stratégie de survie. L'humanité, qui émet des signaux radio depuis environ un siècle, aurait potentiellement déjà déclenché l'alarme. Si des sondes Berserker existent dans un rayon de 100 années-lumière, elles pourraient déjà être en route. Cette idée est spéculative, bien sûr, et il n'y a aucune preuve que de telles sondes existent. Mais le fait qu'elles soient théoriquement possibles et qu'elles expliquent le silence est suffisant pour la prendre au sérieux comme hypothèse